Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un point lecture. Donc je commence avec Lena Wilder, le tome 2 de Joanne Elliott. Alors oui, j'ai appris qu'on disait Elliott et pas Elio. Je sais pas pourquoi, j'aurais eu tendance à dire Elio, mais bon voilà. Joanne Elliott, alors si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai adoré le tome 1. Mais vraiment j'ai surkiffé. Quand j'ai reçu ce tome 2, j'ai hurlé tellement j'étais contente en stories. Et bah du coup c'est bien la preuve que des fois on attend tellement d'une suite de saga, en plus là c'est une fin de saga parce que c'est une duologie, on attend tellement que on est déçu parfois. Parce que j'ai pas du tout retrouvé ce que je souhaitais, ce que je voulais, ou du moins, non c'est pas tant ce que je voulais, mais j'ai eu l'impression que c'était pas, comment vous dire ça, j'ai eu l'impression que du coup l'évolution des personnages dans ce tome 2 ne m'a absolument pas convenu. Donc du coup moi qui avais bien aimé justement comment l'auteur avait mis en place ses personnages, l'histoire, les créatures, tout ça dans le tome 1, bah du coup là j'ai trouvé ça beaucoup moins original. Euh, J'ai pas aimé la romance, pourtant elle se met en place dès le tome 1, mais justement elle se met en place dans le tome 1 et je sais pas, ça m'a pas choqué, je m'aime plutôt bien aimé dans le tome 1 et là j'avais juste envie de les baffer, se rouler des pelles, machin, enfin c'est des ados, donc j'allais dire on dirait des ados en rut, mais voilà, c'est des ados, mais c'est des ados en rut quoi, enfin en rut. Il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien d'explicite, je vous rassure tout de suite, on est sur du young adulte, mais du coup il y a vraiment cette sensation ouais, bah, du coup, bah, il a bien remis en place cette sensation de leurs deux ados un peu en rut, en mode oh, oh mon dieu, je t'aime, bien qu'on se roule une pelle, quoi. Et le souci, c'est que j'avais pas envie de ça. Alors pourtant, j'aime bien la romance, hein, ça me dérange pas, j'aime les romances, les personnages qui s'aiment, tout ça, ça me dérange pas. Sauf que du coup, voilà, ça m'a pas convenu, ça m'a un peu bloqué. Et je sais pas, du coup, le reste de l'histoire, je sais pas si c'est ça qui m'a bloqué de base et que le reste de l'histoire m'a pas transcendé. C'est pas une mauvaise lecture, hein. Je l'ai bien aimé, enfin, je l'ai lu jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, mais c'était pas, finalement, voilà, c'était pas à la hauteur du premier tome pour moi. Et du coup, bah, quand vous mettez un livre sur un piédestal à la limite du coup de cœur et que la suite, bah, est pas aussi bien que le premier tome, bah, vous êtes un petit peu déçu, il faut bien se l'avouer. Et du coup, c'est compliqué, c'est toujours compliqué comme sensation, je trouve. Donc après, moi je vous conseille, hein, c'est une biologie, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je trouve le tome 2 un peu en dessous quand même du tome 1. J'ai lu également L'Étoile Rebelle, c'est pas vraiment un tome 2, mais bon, de Cathy Cassidy. En fait, vous avez d'abord La Belle Étoile, je crois que je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et ensuite vous avez L'Étoile Rebelle. Alors potentiellement vous pourriez tout à fait ne lire que celui-ci sans avoir lu La Belle Étoile, il y aurait à mon avis pas de souci. Mais je vous conseille quand même de lire d'abord La Belle Étoile parce que vous rencontrez le personnage donc qui est Mouse qu'on voit ici, vous le rencontrez dans La Belle Étoile, il a 7 ans dans La Belle Étoile et là il en a 14. Donc il y a quand même une petite évolution. On nous parle un peu des deux personnages, mais vite fait, hein, très vite fait, il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier pour comprendre. On nous parle un peu des deux personnages de La Belle Étoile, qu'on voit dans La Belle Étoile. Et du coup, voilà, j'aurais tendance à vous dire de lire dans l'ordre, mais en soi, c'est pas bien grave. C'est du Cathy Cassidy, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé les thématiques qu'elle aborde. Je les ai trouvées un peu plus terre à terre, peut-être que dans La Belle Étoile, entre guillemets. Hein, voilà, c'est juste que je pense que les thématiques qu'on trouve ici touchent sûrement plus de monde que les thématiques des personnes dans La Belle Étoile, des personnes un peu bobos, enfin non pas bobos, hippies, des personnes hippies qui vivent de festival en festival. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste qu'il y en a sûrement moins que des personnes qui vivent en cité, en banlieue, parce que c'est la thématique sur laquelle on est. Là, il y a la thématique de la drogue, de la famille monoparentale, de la différence entre ceux qui ont un très bon rythme de vie, enfin pas un rythme de vie, mais un très bon, qui vivent bien, et ceux qui vivent de manière un peu plus compliquée, voilà, et en même temps, voilà, on suit donc ce jeune homme qui essaye un petit peu de s'en sortir finalement, dans une société où il n'est pas très bien accepté, quoi, Mouse, c'est pas simple pour lui quand même. Et j'ai vraiment bien aimé, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai plus accroché à celui-ci je pense qu'à La Belle Étoile, ça c'est presque sûr et certain.
Donc je vous conseille vraiment les Katy Cassidy. Alors il faut aimer la jeunesse, mais si vous avez sinon des enfants, et même pas que des filles, hein, parce que autant les filles au chocolat c'est très connoté filles, hein, c'est très, voilà, ça veut pas dire que les garçons peuvent pas les lire, mais c'est vrai que ça fait très fille-fille. Autant les one-shot, pas forcément, et là d'autant plus que pour une fois, ce qui est finalement assez rare dans les Katy Cassidy, c'est un garçon qui est le personnage principal. Et il est vraiment super intéressant ce roman. Voilà. Je trouve que Katy Cassidy aborde des thématiques vraies, d'actualité, de manière simple, parce qu'elle s'adresse à un public enfant, adolescent, mais de manière juste. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je vous conseille. En jeunesse, j'ai lu également Malenfer, le tome 5 de Cassandra O'Donnell, aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai bien aimé, je trouve vraiment que ça évolue, c'est de plus en plus noir en fait. Ça me fait, j'aime toujours ces sagas jeunesse qui commencent pas de manière bisounours, mais qui commencent de manière un peu plus simple, en mode on a le bien et le mal d'un côté, enfin voilà. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est un peu comme dans Harry Potter, quand vous dépassez le 3e tome, ça y est, vous commencez à rentrer dans un peu plus de noirceur. Alors, il y en a du début, vous allez me dire, mais on sent qu'on rentre vraiment dans de la noirceur plus conséquente. Là, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire que déjà à partir du 4e tome, on commence à mettre un pied dans quelque chose d'un peu plus sombre, et là dans ce 5e tome, c'est carrément ça, quoi. C'est vraiment les deux enfants se rendent compte que c'est pas aussi simple qu'on est chez les gentils et eux sont chez les méchants, c'est pas aussi simple que ça. Et qu'ils ont aussi leur part comment dire, de noirceur entre guillemets en eux, et qu'il faut apprendre à vivre avec et à la gérer, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est l'avant-dernier tome de la saga, donc on avance, et ça se sent d'ailleurs, on avance vers la fin. Et voilà, je vous conseille vraiment, pour vous, si vous voulez tester la fantasy, et commencer par une petite saga voilà, jeunesse, ou pour vos enfants s'ils aiment la fantasy. Et il y a une belle évolution au niveau voilà, des personnages, et en plus je trouve au niveau du personnage de Zoé qui est pas devenue badass en un claquement de doigts, et qui est vraiment devenue badass au fur et à mesure des tomes, et qui est loin d'être parfaite. Et ouais, et même Gabriel à la fin de ce tome là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je veux pas vous spoiler, mais voilà, j'ai encore une fois beaucoup aimé. J'ai fini une saga, j'ai fini la saga de Shadow House de Dan Pawlowski, donc le 3e tome, c'est La Maison des Ombres. Vous le savez si vous me suivez, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Ce que j'aime, c'est une histoire d'horreur, hein, clairement, pour les enfants adolescents, avec notamment des images. Alors là j'en ai une que j'ai vu passer, mais on voit rien du tout. J'essaie de... Parce que le souci c'est que c'est très sombre, forcément. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez quelque chose. Et en fait c'est des images photos, et le but c'est de se mettre encore plus dans l'ambiance. Alors autant dans les 2 premiers tomes j'ai trouvé qu'elles étaient bien trouvées, qu'elles étaient bien flippantes parfois, autant dans ce tome là je les ai trouvées un peu plus... Voilà, soit ils se sont pas foulés, soit ils n'ont pas réussi à illustrer les moments qu'ils voulaient flippants. Et c'est dommage, mais bon, c'est pas grave en soi. Alors dans le même style, vous avez Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais pour le coup, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est pas du tout effrayant. Enfin, dans le premier tome, allez vite fait, et encore. Là, on est vraiment sur une histoire un peu horrifique, quoi. Enfin, carrément horrifique. Moi, je me rappelle avoir grave flippé pour le premier tome et le 2e tome. Le 2e tome que j'ai quand même lu de nuit, toute seule. Je peux vous dire que j'ai flippé, hein, parce qu'il y a quand même des passages, on est dans une maison hantée, et c'est pas simple, hein. Mais moi je suis une flippette, hein. Si vous avez l'habitude des films d'horreur et tout ça, vous allez me rironner forcément. Mais si comme moi vous êtes un peu flippette sur les bords, c'est sympa quand même, parce que ça permet de se faire peur sans trop se faire peur non plus. Et si c'est pour offrir à des adolescents ou à des enfants, partez du principe qu'ils vont quand même a priori flipper un peu. Donc il faut pas que ce soit non plus... voilà, il faut que eux ils aiment, soit ils aiment avoir peur, soit voilà, soit ils soient pas très peureux, et à ce moment-là ça se passera très très bien. Moi je conseille vraiment cette saga, si je crois que je l'ai vu passer presque nulle part ailleurs, que je parle en termes de chaîne YouTube, et je trouve ça dommage parce que franchement elle est de bonne qualité, elle se lit super bien, elle se lit super vite, et pour Halloween, pour la période d'Halloween, alors c'est sûr que là en période estivale ça a moins d'impact,
Mais si vous lisez en période d'Halloween, ou en tout cas automne-hiver, ce sera juste parfait à mon sens. J'ai lu, là pour le coup c'est de l'adulte, c'est de la fantaisie adulte, j'ai lu La quête onirique de Velitbo, de Kij Johnson. Je ne sais plus comment je suis tombée sur ce bouquin, j'ai acheté d'occasion, mais je pense que j'étais attirée surtout par la couverture, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, il s'agit d'une sorte de suite à une nouvelle de Lovecraft. Alors, pas du tout dans l'univers de Cthulhu, hein, je vous le dis tout de suite, rien à voir avec Cthulhu, si vous connaissez un petit peu Lovecraft, parce que souvent Lovecraft, on se dit ah oui, c'est celui qui a vous voyez le monstre là, avec ses tentacules et compagnie là, le Cthulhu, là, la grosse pieuvre, la verte. Oui, c'est lui Lovecraft. Mais il a écrit aussi d'autres nouvelles horrifiques. Je mets des guillemets parce qu'en fait elles sont censées certaines être horrifiques, mais je les trouve pas du tout horrifiques, mais bon bref. Et il a notamment écrit une nouvelle qui s'appelait La quête onirique de Kadat l'inconnu, voilà. Et en fait l'autrice ici, parce que c'est une autrice, elle avait beaucoup aimé cette histoire, elle aime beaucoup les écrits de Lovecraft, mais elle était gênée notamment par des choses qui sont très connues hein, vis-à-vis de Lovecraft. Elle était gênée par son racisme et par aussi la misogynie, alors qui était peut-être un peu d'époque. Ça ne veut pas dire que je pardonne hein, ça. Hein. Je pense aussi qu'il faut se dire qu'à l'époque de Lovecraft, les femmes étaient encore plus mises bas que terre qu'à notre époque. Donc je pense que c'était dans les mœurs, la misogynie. Voilà, bon bref. Mais c'est quelque chose qui l'a gênée et elle a eu envie en fait pas de faire une réécriture, parce que c'est pas une réécriture, mais en fait de faire une suite en fait à cette nouvelle-là, avec un personnage, je pense, parce que je ne peux pas vous dire, je n'ai pas lu la nouvelle de Lovecraft, mais un personnage qu'on doit, je pense, rencontrer à un moment donné dans la nouvelle de Lovecraft. Et donc c'est le personnage de Velitbo, qui est une femme d'une 50aine d'années, en ce début de roman, qui est professeure dans une université pour femmes. On est dans un univers onirique, hein, enfin onirique, vraiment en fantaisie qui n'existe pas. Et en fait, elle a une de ses étudiantes qui va se barrer et c'est en fait a priori, de ce que j'ai pu comprendre, la petite fille d'un dieu. Et le souci c'est que si le dieu en question se réveille et se rend compte qu'elle n'est plus là, et ben ça va chier les bulles quoi. Donc du coup elle part à la recherche de cette étudiante, d'où la quête onirique, enfin la quête, et comme c'est dans un monde onirique, voilà. Et elle va partir à la recherche de cette étudiante et ça va lui rappeler tous les voyages qu'elle faisait quand elle était jeune. Je pense que c'est là où ça rappelle des passages de la nouvelle de Lovecraft. Sauf qu'on est vraiment dans un roman qui met à l'honneur les femmes. Voilà, on est dans un roman de fantasy, c'est un one-shot, hein. Il n'y a pas de tome 1, tome 2, voilà. Un roman de fantasy qui met à l'honneur les femmes, pas en mode c'est une société de femmes, loin de là d'ailleurs, elle le dit carrément, c'est une société où les femmes sont rabaissées, où les femmes ne sont pas acceptées dans certains temples, où les femmes, enfin voilà, les femmes ne sont pas toujours très bien perçues, hein, carrément, surtout quand elles sont érudites comme elle. Mais justement, il est féministe dans le sens où finalement, voilà, on a une nana de 50 balais, d'ailleurs ça c'est super appréciable d'avoir quelqu'un dans ces âges-là, je trouve, ce qui est quand même assez rare, moi je trouve. Dans ce qu'on lit, souvent, les personnages, à part peut-être chez les hommes, mais pour les femmes, on est souvent sur des 20-30 ans, quoi. Et on est rarement au-dessus en termes d'âge. Mais bon, bref. Et c'est super agréable parce que elle se laisse pas faire, elle fait sa quête, elle fait comme elle peut, parce que c'est pas toujours simple en tant que femme, d'ailleurs. Et d'ailleurs de voyager seule, hein, en premier lieu. Il y a quand même un moment qui est un peu... perturbant, pas perturbant, enfin c'est une réflexion qu'elle se fait en se disant que elle a quand même eu de la chance parce que avec tous les voyages qu'elle a fait pendant des années quand elle était jeune, elle ne s'est fait violer qu'une fois. Et elle le dit vraiment en mode, voilà, mais en mode pas traumatisée. Et pour moi, c'est vraiment une réflexion qui est, pour vous dire, je m'en suis souvenue, et c'est une réflexion qui est super importante parce qu'on se dit, ça pourrait être vrai, peut-être moins maintenant, mais c'est vraiment le genre de réflexion qui peut être dans la tête des hommes ou dans la tête de certaines femmes ou dans un contexte particulier en mode en même temps, voilà, vu le contexte, elle a de la chance, elle s'est fait violer qu'une fois dans sa vie. Et c'est plus pour se dire le côté aberrant de la chose. Voilà, moi je trouve que c'est le côté un peu aberrant de la chose et le fait qu'elle est blasée de ça en fait. Et elle se trouve chanceuse. Et enfin voilà, c'est super intéressant, je vous conseille vraiment, vraiment.
Et puis du coup on rencontre d'autres personnages féminins ou masculins d'ailleurs, mais c'est pas un roman qui se veut estampillé féministe, mais il l'est d'une certaine manière. Et d'ailleurs je fais rarement ça, mais il y a une interview de l'autrice à la fin. Et d'habitude je ne lis jamais les interviews, ça m'intéresse pas. Mais là je l'ai lu parce que le roman est quand même voilà, percutant, malgré le fait qu'on est dans de la fantaisie et qu'on la suit dans ses péripéties. Il est quand même percutant sur certaines choses et c'était intéressant un petit peu de voir elle ce qu'elle en pensait. Et d'ailleurs dans cette suite, on va dire, de la nouvelle de Lovecraft, elle met aussi totalement de côté le racisme de l'auteur, hein, qui a peut-être été carrément lissé dans certaines traductions françaises à mon avis, surtout actuelles, mais à l'époque, lui il parlait des nègres, enfin voilà, c'est bon. C'était un bon raciste, hein, Lovecraft, hein. C'était pas un enfant de cœur, hein, il faut bien se l'avouer. Mais voilà, je vous conseille 1000 fois, elle était excellente cette lecture. Elle est, voilà, elle fait 180 pages, 190 pages. C'est aux éditions Le Bélial. Alors, il n'est pas donné ce roman pour 190 pages. Il fait 17,90 € en neuf. Mais n'hésitez pas à regarder en occasion, et si vous avez envie de lire un peu de la fantaisie avec ce côté féministe qu'on trouve rarement en fantaisie, allez-y. Je vais finir avec un livre, un e-book pardon, que j'ai lu donc en e-book, logique. Il s'agit des Chroniques Homérides, le tome 1, donc Le Souffle de Midas de Alison Germain, alias Lily Bookin, que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2018, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2018, puisque c'est un des romans finalistes. Alors, je suis extrêmement mitigée vis-à-vis de ce roman. J'ai pas passé un mauvais moment, hein, je l'ai lu, voilà, sympa, mais je lirai pas la suite. Déjà, ça vous donne, ça vous donne un petit peu le ton, je pense. Pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'il y a quand même plusieurs petites choses qui m'ont pas plu et qui me donnent pas envie de lire la suite. Alors, déjà, ce qui m'a plu, c'est l'originalité, on va dire, de la thématique. C'est-à-dire qu'on est dans l'urban fantasy, avec non pas, comme on pourrait voir beaucoup, avec des dieux grecs, vous voyez, en mode la saga de Rick Riordan, là, Percy Jackson, où c'est des dieux grecs, voilà, enfin c'est des enfants de dieux grecs, tout ça. On n'est pas dans ce contexte-là, on est vraiment dans le contexte plutôt de descendants des personnes qui... Enfin, comment dire, de descendants des différentes figures des chroniques d'Homère, enfin voilà, des écrits d'Homère. Et sur ça c'est super, super original, parce que déjà moi je connais pas tout au niveau d'Homère, j'ai lu Homère mais il y a longtemps. Et sur ça je trouvais ça super. Franchement l'idée de base est originale. Le fait justement de ne pas aller sur la facilité et de ne pas choisir de parler des dieux grecs ou des descendants des dieux grecs, je trouvais ça super. Après, au-delà de ça, il y a plein de petites choses qui m'ont gênée dans ma lecture. La première pour moi, c'est la non-concordance ou la mixité des langages en fait. En gros, on va avoir la moitié du temps un vocabulaire très recherché, ou en tout cas, peut-être pas très recherché, mais en tout cas recherché, avec des mots qu'on trouve, c'est un vocabulaire, oui, qui est recherché. Alors, c'est pas le souci qu'il soit recherché, c'est pas ça le souci, parce que par exemple, sur ce bouquin-là, vous êtes sur un vocabulaire quand même assez recherché, hein, clairement. Mais ce qui me pose souci, c'est qu'en fait, à la fois elle va mettre du vocabulaire recherché et après elle va nous mettre un vocabulaire familier. Et donc du coup on sait jamais, enfin moi je me suis retrouvée le cul entre deux chaises quoi. En mode mais attends du coup, est-ce qu'elle veut la mettre, son histoire c'est en mode avec un bon vocabulaire du début à la fin et il n'y a pas de souci avec ça, ou est-ce que c'est à ce moment-là un vocabulaire voilà plus young adulte, plus familier, mais du début à la fin? Bah non, c'est un mélange des deux et du coup ça fait pas un bon mélange, je trouve personnellement. Donc je sais pas, voilà, ça déjà ça m'a bloqué un petit peu. Deuxième chose, elle tombe amoureuse en 3 secondes chrono. Voilà, je veux dire, elle le dit elle-même, le personnage principal, en mode on se croirait dans une romance, voilà, en 3 secondes, coup de foudre, on s'est regardé les yeux dans les yeux, on est tombé amoureux. Oui, c'est bien que le personnage lui-même le dise, mais ça ne pardonne pas cette facilité de l'autrice pour moi. Parce que c'est une facilité, elle aurait très bien pu, et ça aurait été bien mieux,
J'aurais préféré, en fait, parce que qu'on sache du début qu'elle va se foutre avec ce gars-là, c'est pas le souci. C'est pas le souci. Mais c'est l'évolution de la romance, ou peut-être pas de la romance, mais des émotions, voilà, des premiers émois, tout ça, tout ça. Ça, c'est intéressant. J'aurais largement préféré qu'elle voilà, qu'elle nous montre un petit peu les hauts, les bas, ou comment ils se sentent, ou voilà, tout ça. Mais sans tomber amoureux comme ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est une facilité parce qu'on se dit, allez, on va pas s'emmerder pendant 300 pages. Hop, ils vont tomber amoureux et puis on n'en parle plus. Et alors, je sais pas si elle a fonctionné comme ça, hein, voilà. Mais du coup, ça m'a voilà, ça m'a un peu bloqué parce que c'était cliché. Voilà, en gros, c'était cliché. La romance, je l'ai trouvé cliché. Il tombe amoureux en 3 secondes et demie. Ça faisait très la princesse sauvée par son chevalier servant qui tombe amoureux de lui en mode oh voilà. J'exagère bien sûr, mais ça m'a gêné. Voilà. Mais c'est des petits points, hein, c'est des petits détails finalement qui gêneront pas d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont adoré ce bouquin et moi j'étais mitigée. Troisième détail, je vous avoue, c'est celui qui me vient là en tête parce que je l'ai lu il y a déjà un bon mois ce bouquin. Troisième détail, c'est le méchant. Alors pour moi c'est un méchant de dessin animé, c'est un méchant de Disney. J'ai vraiment eu l'impression qu'à des moments donnés, je me suis vraiment dit, il va se mettre à rigoler en mode moi. Voilà. J'avais l'impression d'avoir un méchant dans ce style-là, très stéréotypé, très cliché, mais pour qui ça me gênerait pas sur un dessin animé Disney ou autre, ça me gênerait pas, parce que voilà, c'est fait pour les enfants, et que c'est un peu le style des méchants vachement exubérants, etc. Mais dans un roman young adulte, d'urban fantasy, moi ça m'a gêné. Ouais, ça m'a un peu gêné. C'est encore une fois un petit détail, mais je l'ai trouvé pas... Enfin, c'est pas qu'il n'était pas crédible, c'est pas qu'il n'est pas cruel, loin de là, il est cruel, mais il faisait trop méchant de dessin animé. Voilà. Donc, ça c'est les 3 points qui me restent en tête, mais voilà, pour en avoir discuté avec d'autres personnes, il y a eu d'autres points qu'elles m'ont mis en avant, que je dis ouais c'est vrai que c'est un peu abusé, enfin voilà. C'est plein de petits détails qui font que ça m'a un peu gâché la lecture, malgré le fait que je trouvais à la base l'idée de base originale. Voilà. Alors je vois arriver à 100 à l'heure les personnes qui vont me dire oui mais en fait t'attendais juste vachement plus parce que c'est une booktubeuse. Non. Moi je vais être franche, hein. De toute façon je suis là pour vous, je vous ai toujours parlé franchement. Le fait que ce soit une booktubeuse, et surtout là dans ce cadre-là, hein, donc pour ce roman-là, ça me fait ni chaud ni froid parce que tout simplement Lily, c'est une personne que je connais pas personnellement, hein, parce qu'on se connaît pas tous ou toutes entre nous, hein, clairement. Je la connais pas, j'avais commencé à la suivre il y a des années et j'accrochais pas trop à sa manière à sa manière de faire les vidéos, etc. Elle est très très douce. Le souci c'est que moi souvent les personnes très très douces ça m'endort en vidéo. Et c'est pas méchant quand je dis ça. Je peux pas aimer tout le monde. Il y en a peut-être que je saoule moi en vidéo et les gens ne me suivent pas. Et il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est pas une booktubeuse que je suis. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'accroche pas à sa façon de faire les vidéos. Ça n'a rien de personnel, c'est on va dire vraiment mon lien avec elle en termes d'abonnés à booktubeuse. Vraiment, c'est pas de booktubeuse à booktubeuse, c'est vraiment d'abonnés à booktubeuse. Le fait qu'elle ait sorti un bouquin, je vois pas pourquoi elle serait moins douée que quelqu'un qui n'est pas booktubeur. Vous voyez, moi je pars pas dans le principe que comme elle est booktubeuse, c'est pour ça qu'elle a été publiée. Je pense que ça aide, on va pas se mentir. Ça aide parce que les maisons d'édition savent très bien qu'en termes de communication, ils vont pouvoir vachement communiquer et qu'il y a déjà une communauté de base qui vont acheter le livre sans se poser de questions. Et c'est un peu la même chose quand vous avez des auteurs qui sont déjà bien installés. La communauté de base de lecteurs qui aiment cet auteur-là va pas se poser de questions, il va acheter le bouquin. Maintenant, on voit bien, ça va être le cas avec Gabriel Katz, ou si vous regardez avec du Guillaume Musso ou du Marc Lévy, enfin voilà, les gens ne se posent plus la question, ils achètent le bouquin parce que c'est telle personne. Et on est un peu dans le même principe quand Nin et Lily, entre autres, ou même Build Up, mais pour le bullet journal, etc. On est dans le même principe, c'est que les maisons d'édition savent très bien qu'ils prennent moins de risques à éditer cette personne.
parce qu'elle n'est pas totalement inconnue. Donc ça, c'est une base. Il faut être clair, il faut être franc là-dessus. Et c'est pas grave, et c'est une manière de fonctionner qui me dérange pas en soi. Moi, j'avais pas d'attente particulière vis-à-vis de ce roman-là. J'avais des attentes plus par rapport à la thématique, mais pas par rapport à l'autrice. Et c'est super important. Donc voilà, je pense quand même que ce qu'on sent notamment avec cette différence de vocabulaire qu'elle utilise, c'est qu'elle n'a peut-être pas encore trouvé son style à 100%. Et que du coup elle se cherche peut-être encore un peu. Et c'est pas parce que j'ai pas aimé ou que j'ai été mitigée sur ce premier tome et que je ne souhaite pas lire la suite de sa saga, c'est pas pour ça que je ne relirai jamais rien de Lily, enfin donc de Alison Germain. Je suis d'ailleurs, c'est ce que je fais avec d'autres auteurs, hein. C'est pas parce que j'ai pas aimé tel roman que je lirai pas un autre roman de l'auteur. Voilà. Bon, pour le moment elle n'a sorti que ça, donc du coup bon, je suis un peu bloquée. Voilà, donc il faut bien vous dire que moi je parle du roman de Lily comme je parlerais d'un autre roman, et c'est même pénible de devoir un petit peu se justifier comme ça, mais je le fais d'avance pour éviter les éventuelles personnes qui viendraient dire ouais mais gna gna gna, et puis toi gna gna gna, t'es même pas capable d'écrire. J'ai jamais dit que j'étais capable d'écrire, hein, soit dit en passant, hein. Mais on sait très bien, enfin en tout cas j'ose espérer que Lily, et j'en suis certaine, sait très bien que quand elle sort un roman, il y en a qui vont adorer, et il y en a qui vont moins apprécier, et que ça fait partie du game, quoi, du jeu, hein, tout simplement. Pour autant, je vous l'ai dit, c'est pas une mauvaise lecture, et il y en a qui ont adoré, et après, ben, c'est à vous de tester tout simplement. Voilà, moi, il y a eu deux, trois choses qui m'ont bloqué, pour d'autres, ça bloquera pas. Et comme pour moi, il y a des lectures que j'ai adorées, et d'autres personnes, il y a des trucs qui les ont bloqués dans ces lectures. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. On est fini là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.